Donc, maintenant, comment je peux récupérer des valeurs à partir du clavier? Donc, Java est un langage orienté objet. Donc, on a installé le JDK, les bibliothèques. Donc, il existe une classe déjà prête qui permet de faire ça. C'est la classe scanner, qui se trouve dans java.lang.system, qui se trouve dans le package java.util.scanner. Donc, c'est simple le principe. Donc, pour utiliser les packages, on parle d'un package, on parle pas de bibliothèque, on parle de package en Java. Donc, on utilise le mot-clé import. Donc, import java.util. Si vous faites étoile, vous allez importer toutes les classes qui existent dans le dossier utile, qui existent dans un dossier Java. Ce qui nous intéresse maintenant seulement, classe scanner. Donc, il faut faire attention que le S c'est majuscule. Le S c'est majuscule. Donc, après, je déclare un objet du type scanner. Je fais scanner. CS. Ce nom-là, c'est moi qui l'ai choisi pour faire référence sur scanner. Est égal new scanner. Et je passe comme argument system.in. C'est toujours cette déclaration, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas autrement. Après, int a. Si je demande à l'utilisateur de saisir une valeur, je fais cs.next int. Vous pouvez deviner pour le reste. Pour float est égal cs.next float. Pour double, cs.next double. Pour string, cs.next, cette fois-ci c'est next line. Pour une chaîne de caractères, c'est next line. Pour un char, c'est autre chose. Il n'existe pas next char. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait next char, mais ils ont dit puisqu'il y a des strings, on peut l'utiliser. Donc on va saisir seulement un caractère, mais je peux récupérer le caractère comme étant un string. Je vais faire s.next line. Après point char at 0. Donc je vais expliquer celle-là. Donc un caractère. Donc une chaîne de caractères qui contient par exemple C. En fait, c'est un tableau. Qui contient le caractère C et le caractère anti-slash 0. Celui-là d'indice 0, celui-là d'indice 1. Donc lorsque je vais faire next line, je vais récupérer tout ça. Donc je récupère tout le tableau. Char at 0, c'est-à-dire le caractère dans l'indice 0. Je vais récupérer C. Donc c'est ça la seule façon pour récupérer une chaîne de caractères. Donc on peut afficher pour chaque variable saisie, println, int a. Int a, donc ici float x. Ici c'est double y. C'est string str. Ici c'est char C. Donc on va exécuter. Donc dans un premier temps, voilà, il attend que je saisis un entier. Donc 12, int 12. Il attend que je saisis un float, 1.5. Je ne sais pas c'est quoi l'erreur ici. 12, 1, 4. Il faut faire attention dans la console, il faut pas faire point, il faut faire virgule. Mais dans l'affichage, il affiche avec point.
vous vous rappelez bien de ça, c'est ce problème. Pour double, 0,5. Pour string, GI. Voilà, GI. Pour, vous voyez déjà affiché, c'est chargé. Voilà. Maintenant, voilà tout ça, vous le trouvez ici, en détail. Pour l'affichage, on fait système.out.println. On a déjà introduit ça au début de cette vidéo. Donc, c'est quoi la différence entre println et print? C'est toujours le retour à la ligne. Toujours le retour à la ligne. Donc, si on ne fait pas println, on aura le même affichage dans la même ligne. Par exemple, bonjour, donc bonjour, plus /n. On aura un retour à la ligne. Donc, exemple, donc sans faire ln, bonjour t. Donc on aura l'affichage dans la même ligne. Je fais anti/n, bien sûr, on aura un retour à la ligne. Vous voyez qu'au lieu d'écrire anti/n, on peut faire println. On aura même affichage. Bien sûr, le tabulation toujours existe. Tabulation. Le R de la ligne, c'est suite. Donc, le mélange entre les variables et les chaînes de caractères se fait de l'opération plus. Donc, pour faire le mélange entre les variables primitives et les chaînes de caractères string, on fait la concaténation plus. J'ai déjà expliqué ça. Donc, aussi pour convertir n'importe quel type primitif vers une chaîne de caractères string, il suffit de faire plus chaîne de caractères vite. Donc, on passe en Java les tableaux, 1 dimension, 2 dimensions. Donc, en Java les tableaux, se base sur le principe de l'allocation dynamique. Donc on sait, on a vu qu'il y a l'allocation statique et l'allocation dynamique avec malloc. Donc l'équivalent de malloc ici, c'est new. Donc tout passe par des allocations dynamiques. Donc comment je peux créer un tableau à une seule dimension? Donc je commence par le type int crochet t égale new tableau new int crochet par exemple 10. Donc ça c'est la première façon de déclarer. Il y a une deuxième façon qui change seulement au niveau syntaxique, c'est comme ça. Donc c'est la même chose, soit le crochet soit avant ou bien après, c'est la même chose. Comme je peux créer mon tableau en spécifiant la liste des valeurs. Donc ici automatiquement le compilateur plutôt la machine virtuelle, va faire l'allocation mémoire d'un tableau de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, taille 6, et va le créer. Donc si on veut schématiser ce tableau là, donc, on va créer un tableau de taille 6. Donc, il y a un pointeur. Ici, on appelle référence. En Java, on ne parle pas des pointeurs, mais on parle des références. Donc, une référence, c'est quoi? C'est tout simplement un pointeur caché. Donc, les références sont des pointeurs cachés. Donc, ici, on a le T3. Donc, voilà le T3.
Ça commence par l'indice 0, 1 jusqu'à l'indice 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 2, 3, 4. Donc ça, on l'accède grâce à son nom. Donc T3 d'indice 0. Donc celui-là contient l'adresse de la première case. Le T3, en fait, c'est un pointeur caché, une référence. Donc voilà pour les tableaux. Donc il y a une variable très spéciale. Pour récupérer la taille du tableau. Donc on sait, vous rappelez, il faut toujours chercher la taille, se rappeler de la taille. Et ici, on s'en fiche de la taille. Il y a une variable spéciale qui s'appelle lint. Le nom du tableau. Donc, par exemple, système out println. Donc t3.lint. Donc automatiquement, ici, il va afficher la taille du tableau qui est 6. Donc maintenant, dans les boucles, vous faites directement for int i est égal à 0 et inférieur t3.lint et plus system.out.println t de i, t3 de i. Voilà, ici il va afficher les valeurs du tableau. Donc sans se soucier de se rappeler c'est quoi la taille du tableau. Donc tout simplement le nom de tableau.lint récupère la taille. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec les tableaux, ce que vous connaissez les tableaux, c'est le même principe que les autres langages. Par exemple, ici, si on veut faire le remplissage, donc ici je demande, je vais créer un objet type scanner pour faire la saisie. Donc je vais faire demande la saisie d'un entier n, c'est la taille du tableau. Après je fais l'allocation dynamique, int t1 crochet est égal new int n. Je déclare un tableau de taille n. Après je fais le parcours du tableau, case par case. Pour chaque case, je vais faire la saisie d'un entier. Après j'affiche. Donc voilà l'affichage. Maintenant, pour les tableaux de dimension, c'est le même principe. Donc, pour les tableaux de dimension, on fait deux crochets. Comment on déclare un tableau, par exemple, de taille 10-10 à une matrice. Donc, deux crochets est égal new. Ici, new deux crochets. Sauf ici, il faut obligatoirement spécifier le nombre de lignes. Obligatoirement, ici, on va faire un nombre. Donc jusqu'à maintenant, ce que j'ai créé T3 qui pointe sur un tableau. Celui-là d'indice 0 et le dernier c'est d'indice 9. Maintenant l'étape suivante, c'est pour chaque case, il pointe vers des colonnes. Indice 0, l'indice 9. Donc je dois parcourir case par case. Pour chaque case, je dois faire une allocation dynamique encore une fois. Donc, for int i est égal à 0 et inférieur à t1 point simplement lint, récupère le nombre de lignes et plus. Après, je vais faire t de 1 égale new int 10. Là, j'ai spécifié juste pour expliquer, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. Là, j'ai fait l'allocation dynamique de tous les tableaux.
Et là, j'aurai une matrice. Donc, pour le remplissage, on peut parcourir la matrice pour le remplissage. Donc, je vais faire scanner. C'est égal new scanner. Système.in. Après, je vais parcourir toutes les lignes pour chaque ligne, toutes les colonnes. For int i est égal à 0. I inférieur t1.length et plus. Après, for in j est égal à 0. J inférieur, à ce moment-là, t1 de i point length. Pour chaque ligne, je calcule le nombre de colonnes. Point length, voilà, j plus. On va faire t1 i j est égal cs.next int. Le même principe pour l'affichage. Pour l'affichage, on va ajouter les accolades pour l'esthétique d'affichage. On va faire ici système.out.println t1 Après ici on va faire pour chaque ligne on retourne à la ligne. Donc ici scanner cs est égal new scanner system.in. Donc for int i est égal à 0 et inférieur à t.length. Ici je vais parcourir les lignes. Ici pour chaque ligne je vais parcourir les colonnes. Donc t de i.length. Donc pour chaque t de i de point length, c'est le nombre de colonnes. Après, j'ajoute les accolades. Donc ici, il va afficher la valeur petit espace pour afficher la matrice pour chaque colonne. Pour chaque colonne, on retourne à la ligne. Voilà, je vais faire ici, je vais diminuer seulement 2. Donc j'exécute. Donc je vais faire. Donc on exécute. Donc 1 entrée, 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées. Petite erreur ici. Donc on exécute. 1 entrée, 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées. Voilà, donc 1, 2, 3 et 4. L'avantage de l'allocation dynamique que je peux pour chaque ligne avoir un nombre différemment des colonnes. Donc pour voir ça, je vais enlever println ici. Faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a le même nombre de colonnes pour chaque ligne. On peut jouer avec ça. Par exemple, on fait ici plus i. Pour chaque ligne, ce sera la première 2. Pour la deuxième ligne, ce sera 3. Je vais exécuter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour la première ligne, on a seulement 2 colonnes. Pour la deuxième ligne, on a 3 colonnes. Vous pouvez jouer autant comme vous voulez sur le nombre de colonnes par ligne. Ça, c'est grâce à l'allocation dynamique. Ok. Vous pouvez trouver ça dans le cours aussi. Ici. Donc maintenant, les fonctions en Java. Donc, vous avez déjà vu votre première fonction en Java. Donc, c'est la fonction main. Donc, c'est une fonction que je déclare de cette façon.
garde le même nom. Donc, toujours à l'intérieur d'une classe, d'après ce qu'on a déjà dit, que Java est un langage purement orienté objet. Donc, tout se déclare à l'intérieur d'une classe. Donc, toujours la fonction main se déclare de cette façon. Donc, public static, void main, strings, entre crochets, arc. Donc, c'est un tableau de string. Donc, pour déclarer une fonction, ou bien une procédure, toujours on respecte ces syntaxes. On commence par public, après static, après void, lorsqu'il s'agit d'une procédure, ou bien un type de retour lorsqu'il s'agit d'une fonction. Après le nom de votre fonction ou bien procédure, après éventuellement, bien s'il existe ou non, les types des arguments. Donc on peut déclarer notre fonction, c'est toujours en haut ici, cette section. Donc par exemple, je vous déclare une fonction qui affiche bonjour. Donc on commence par public, statique. Donc ça c'est obligatoirement. Après le type de retour, donc puisqu'on va afficher bonjour, donc il n'y a pas de type de retour, donc c'est void. Le nom de la fonction, ici, puisque le type de retour c'est void, donc on parle de procédure. Donc rapidement, donc c'est quoi une fonction, c'est quoi une procédure? Donc une procédure, c'est un bout de code qui admet pas de type de retour. Il admet void comme type de retour. Par contre, une fonction, c'est la même chose qu'une procédure, sauf il admet un type de retour différemment de void. On peut dire qu'une procédure, c'est une fonction, mais une fonction, c'est pas une procédure. C'est quoi l'avantage d'utiliser les procédures bien des fonctions? Donc, supposons que vous avez un bout de code de 100 lignes, par exemple, qui se répète plusieurs fois dans votre fonction mail. Donc, je ne peux pas écrire 100 lignes, après je les réécrire, je les écrire. Donc, il sera difficile de suivre, ça sera illisible pour un programmeur. Donc, ce qu'on fait, on va l'écrire une seule fois, sous forme d'une fonction, ou bien procédure. Après, je fais seulement les appels. Comme ça, j'aurai l'avantage que mon code sera visible. S'il y a des erreurs, au cas où il y a une erreur, je vais faire des modifications. Je ne peux pas faire plusieurs modifications. Je vais faire une seule modification dans la fonction. Et aussi, on parle de la programmation modulaire. C'est-à-dire, si j'ai un grand problème, je ne vais pas coder tout le problème. Mais en fait, je vais le modéliser sous forme de sous-problèmes. Et chaque sous-problème correspond à une fonction. Comme ça, je vais créer plusieurs fonctions. Après, dans la fonction main, je fais seulement l'appel de ces fonctions dans l'ordre, bien sûr, logique, afin de répondre au problème. Ou quoi, où j'ai un petit erreur, je vais aller directement faire la fonction. Pas la peine de parcourir tout le code écrit. Donc, c'est ça les avantages d'écrire des problèmes sous forme des fonctions et des méthodes. Je vous conseille toujours, si vous avez un gros problème, essayez de le diviser sous forme des sous-problèmes. Et chaque sous-problème sous forme d'une fonction ou bien procédure. Donc void, par exemple, affiche bonjour. Donc ici, j'ai pas la peine de passer une chaîne de caractères. Donc il prend rien comme argument. Je fais system.out.println. Bonjour. Ça, c'est la déclaration. On appelle ça de la déclaration. Donc l'appel, c'est toujours à l'intérieur de la fonction main qui est la porte de votre programme. Donc, ici, il suffit de faire affiche bonjour. Tout simplement. Question. Voilà, bonjour. On peut passer en argument comme vous voulez. Donc, je vais parler un petit peu sur les variables locales et dans une fonction. Donc, on a déjà parlé, si vous vous rappelez, dans la fonction, plutôt dans la boucle for, lorsqu'on déclare int i. J'ai dit que cette int i déclaré comme compteur de la boucle, elle est reconnue seulement à l'intérieur de la boucle for. Seulement entre les accolades de la boucle for. Une fois que je sors de cette boucle, elle est plus reconnue. Donc, elle est locale de la boucle for. C'est toujours le même principe pour les fonctions. Donc, n'importe quelle variable déclarée dans les arguments, ici, ou bien entre les parenthèses, elle est reconnue seulement à l'intérieur de la fonction. Et la durée de vie de ces variables, c'est la même durée de vie de la fonction. Donc, au cas où, supposons qu'on a quoi? Au cas où, par exemple, on a deux fonctions. Je fais int x. Une autre fonction. Je fais int x encore une fois. Donc, cette int x là n'a rien à voir avec celle-là. Totalement différent.
Ok, c'est pas seulement ils ont le même nom, ça veut dire cet x là c'est celui-là. Non, ça n'a rien à voir. Donc cet x, il est reconnu seulement pour la fonction affiche bonjour. Et ce x là, il est reconnu seulement pour la fonction calculer. C'est bien. Donc les variables déclarées à l'intérieur de la fonction sont locales à la fonction. Même principe pour les arguments. Même principe pour les arguments. Ce int là n'a rien à voir avec ce int ici. Et même dans, par exemple, de la fonction main, j'ai fait comme ça. Après, je fais affiche A. Donc, ce A là, déclaré comme variable de la fonction main, donc c'est le même principe, c'est une fonction comme celle-là. Donc, cet A là déclaré ici n'a rien à voir avec le A passé en argument. C'est totalement différent. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, voilà, on a parlé sur c'est quoi une procédure, c'est quoi une fonction, c'est le type de retour. Donc, si le type de retour c'est void, donc procédure, si type de retour quelconque, donc c'est une fonction. Voilà, si vous voulez retourner une valeur, une fonction qui retourne une valeur, vous faites à la fin return. Par exemple, pour return, donc on prend l'exemple de calculer carré A, donc int A, il suffit de faire return A étoile A. Donc, il faut faire attention que le type de retour ici, la valeur retournée, son type doit être le même que le type de retour déclaré dans la fonction. Après, on fait un appel, donc system.out.println calculer carré A, donc A est égal à 2, donc tout simplement l'affiche A, ça sera 4. Voilà. Donc on passe. Ici, on part de la signature. Donc la signature, c'est une notion très importante, je vais m'arrêter là-dessus. Donc la signature d'une fonction, c'est quoi? La signature d'une fonction, c'est quelque chose qui permet de garder l'unicité de la fonction. Ou bien la procédure, c'est la même chose. Donc je pars de la fonction, je pars de la procédure. C'est le même principe. Sauf la procédure, c'est void, et la fonction, c'est un type de retour quelconque. Donc la signature d'une fonction, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la combinaison de le nom, c'est la combinaison le nom de la fonction, bien procédure, plus la liste des arguments. Et lorsque je parle de la liste des arguments, je parle de nombre de types, nom des arguments déclarés avec le type. Je répète, la signature d'une fonction, c'est le nom, c'est la composition entre le nom et le nombre des arguments plus les types des arguments. Trois choses permettent de créer la signature d'une fonction. Par exemple, la signature d'affiche, c'est le nom de la fonction affiche, il n'a aucun argument. La signature de calculer carré, c'est calculer carré plus int a. C'est bien. Donc, une chose très importante, le type de retour. Donc, le type de retour ne fait pas partie de la signature. Donc, c'est une erreur. La preuve que si je vais créer ici, je change float, pour lui, c'est la même fonction. Parce qu'ils ont la même signature. C'est-à-dire, je ne peux pas créer deux fonctions qui ont la même signature. Je dois changer au niveau des arguments. Comme ça, ça passe. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est un mécanisme de surcharge des fonctions. Donc, c'est le dernier principe qu'on va voir ici. C'est on surcharge des fonctions. Bien sûr, la surcharge des fonctions, c'est un mécanisme qui n'existe pas en C, mais il existe en C++ et en Java. Donc, c'est quoi le surcharge des fonctions? C'est un mécanisme qui permet de garder le même nom de la fonction ou bien procédure en changeant seulement au niveau de liste des arguments, soit au niveau de type, soit au niveau de nombre, soit les deux. Donc voilà un exemple ici. Donc, on a le même nom, mais on a changé au niveau du nombre des arguments. Même on peut changer au niveau seulement du type. Ça passe. Je fais double ici. Voilà. Soit au niveau du type, il n'y a pas d'erreur, ou bien au niveau du nombre des arguments. Donc comment la machine virtuelle va faire la différence entre celle-là ou bien celle-là? C'est au niveau d'appel. Donc je vais faire appel double p est égal à 1.4 par exemple. Je vais faire un appel p.
Donc celle-là, il s'agit d'un entier. Donc il va chercher dans la liste des fonctions, une fonction calcul carré qui prend un entier en argument. Et voilà. Pour la deuxième, c'est un double, donc automatiquement, il va faire appel à celle-là. Donc, cette partie que on a même nombre des arguments avec un type différent, c'est là il n'est pas au niveau de C++. Donc en C++, si on fait comme ça, il va pas arriver à faire la différence entre la première et la deuxième. Parce que C++, il fait un effort de plus, il fait un casting explicite. Donc pour lui, ça c'est la même chose. Si je vous donne A, il va chercher celle-là, et pour celle-là, il va faire un casting. Donc, en Java, d'après ce qu'on a dit dans le premier cours, la première vidéo, on a dit qu'il est très exigeant au niveau de type, différemment en C++. Pour cela, il peut faire la différence entre deux fonctions qui ont le même nombre d'arguments, mais seulement différence au niveau de type. Donc voilà, donc j'espère que la surcharge de fonctions c'est clair. On va voir ça de plus au niveau de création des classes, au niveau des méthodes, c'est le même principe. Ça sera tout pour cette vidéo, donc je vous remercie infiniment. À la prochaine.